Non, moi je suis coach. Moi je suis coach. Alors bonjour à tous, on va se retrouver pour ce 16e épisode du podcast. Cette fois-ci, on retourne dans le foot et on va en Ligue Bonjour à 2 vous. à Pau avec monsieur Nicolas Ouzaï. Très bien, Bonjour, impeccable. On sort de l'entraînement, donc tout va bien. tu vas bien? Oui, pas de Est-ce que tu problème. peux Je m'appelle te Nicolas présenter Usaï. Je rapidement? suis actuellement le coach du Pau FC. On évolue en Ligue 2. Je suis coach depuis 2007. Donc auparavant, j'ai eu une modeste carrière de joueur puisque j'ai fait à peu près 300 matchs en national, donc pendant une dizaine d'années où j'ai joué à Istres, à Valenciennes, à Cherbourg, à Alès. J'ai été formé à l'OM et à la suite de ma carrière, j'ai vite basculé comme coach. Pendant que j'étais joueur, c'était déjà un objectif de devenir entraîneur. Donc j'avais déjà, à l'issue de ma carrière, passé la plupart de mes diplômes. Il me manquait que le BEPF, c'est-à-dire le Sésame, qui permet d'entraîner au niveau professionnel. Donc ça m'a permis d'enchaîner directement dans un rôle d'entraîneur dans un premier temps à Istres avec la réserve en 2007-2008. Et après j'ai intégré le groupe pro. Je suis resté adjoint jusqu'en 2014 et depuis 2014, je suis entraîneur principal dans différents clubs. Donc j'ai commencé à Marseille Consolat en national. Je suis allé ensuite à Sedan, après à la Berrichonne de Châteauroux, à Nîmes, Orléans et aujourd'hui à Pau où je termine là ma deuxième saison. Elle n'est pas terminée puisqu'il nous reste 7 matchs et des matchs importants. Justement, on va nickel cette introduction, on va revenir sur plein de choses que tu as exprimées. Mais tout d'abord, tes tout premiers pas dans le foot, Le le L'OM. premier moment, ta L'OM, première sensation quand tu en étais gros, enfant, c'était quoi? Ton rapport avec le foot? c'est une histoire un peu familiale puisque mon grand-père a été président de l'OM. Alors pas longtemps puisque c'était Ouais. au moment des Minots, le club quand il a failli déposer le bilan en 81. Donc il a été président de l'OM pendant 5 ou 6 mois. Donc moi je suis né en 74, je suis né le 1er mai 1974 et donc j'ai eu ma licence à l'OM avant d'être déclaré à la mairie puisque le 1er mai c'était un jour férié. Donc symboliquement, j'ai eu ma première licence à l'OM à ma naissance et j'ai grandi dans les travées du stade Vélodrome à une époque où le club de l'OM était un club en perdition puisqu'il était en Ligue 2. Le Vélodrome était en travaux. Le club avait failli déposer le bilan et mon premier souvenir marquant de football, c'est cette année 81 avec l'équipe des Minots. Voilà, c'est l'année où j'ai commencé moi à jouer en débutant à l'OM et c'est la première équipe que j'ai aimée et même à 51 ans je continue à l'aimer cette équipe-là, c'est l'équipe des Minots, c'est-à-dire c'est une équipe qui a sauvé le club avec des joueurs issus du centre de formation dont faisait partie Eric Dimeco, José Anigo entre autres et c'est des joueurs pour qui j'ai une profonde affection et une profonde admiration. Justement, Oui, oui. ta carrière, après, tu l'as dit, t'as joué pas En mal en gros, j'ai été national. formé à C'était l'OM, quoi tes donc aptitudes, j'ai tes joué jusqu'en caractéristiques? 95 en réserve pro. Alors j'ai été au centre à l'OM de 90 à 95, une époque où justement là par contre c'était la Dream Team marseillaise. Donc j'ai pas signé pro, j'étais jusqu'en stagiaire. Le club m'a pas fait signer pro et c'était tout à fait normal puisque devant moi il y avait un garçon Ouais. qui s'appelle Jean-Christophe Marquet, qui s'appelait Jean-Christophe Marquet, était très bon et donc j'ai signé mon contrat pro à pas loin de Marseille, à Istres, à une cinquantaine de kilomètres, un club qui était à l'époque en national et du coup j'ai fait là-bas 5 saisons, j'ai joué 5 saisons dans ce club de Istres et après je suis parti dans divers clubs de national entre Valenciennes, Cherbourg, Alès et ça m'a permis de faire mon métier. Mais ce qui est important et ça m'a permis de faire mon métier. Mais ce qui est important pour moi, c'est que le sentiment que j'ai aujourd'hui, c'est que ma carrière de joueur, elle m'a simplement préparé à mon vrai métier qui est celui de coach. Voilà. Ah ouais? Et ouais, toutes ces années football, ça reste des très bons souvenirs. Mais très rapidement, à 25-26 ans, j'avais en tête de devenir entraîneur. Alors sans ambition particulière, je me disais pas à l'époque je veux être entraîneur professionnel, mais c'était quelque chose qui me plaisait vraiment. Et à l'issue de mon passage à l'OM au centre de formation,
j'avais demandé à l'époque de rester au club en tant qu'amateur pour pouvoir entraîner les jeunes de Marseille. Si le club m'aidait à trouver un petit emploi ou me lancer dans la vie Ok. professionnelle, parce que j'ai été déscolarisé très tôt. Donc à cette période-là, c'était pas possible et il se trouve qu'on m'a proposé un contrat professionnel. Donc j'ai pas hésité un instant à me lancer dans cette carrière de footballeur. Et justement, tu l'as dit après, même quand tu jouais, tu l'as dit quand tu avais 25-26 ans, que Ouais. tu t'intéressais au coaching, ça se traduisait comment dans le coach? Moi, mais Enfin, sur le terrain? ouais, simplement, d'abord on est imprégné des gens avec qui on travaille. Donc il y a un entraîneur qui m'a beaucoup marqué au-delà de ce que j'ai eu auparavant, qui ont été très importants dans mon parcours. Mais c'est un monsieur qui s'appelle René Lelameur, qui est un entraîneur qui était à Istres à l'époque et qui a entraîné une quinzaine d'années en Ligue 2. Et sa façon d'aborder le métier m'a beaucoup impacté. Alors ça m'a beaucoup impacté quand j'étais joueur à Istres. Et il se Ouais. trouve que c'est ce monsieur-là qui m'a fait revenir au club de Istres en 2007. Il était directeur sportif à l'époque. Et pendant un an, j'entraînais la réserve de Istres qui était à l'époque en DH, en R1 aujourd'hui. Et ce monsieur était là à tous les matchs. Et après chaque match, on débriefait de ma causerie, de mon intervention à la mi-temps et du bilan du match. Donc, je dois beaucoup à René Lavemeur dans le fait qu'il m'ait transmis un maximum de choses. C'est quelqu'un qui m'a beaucoup inspiré. Et en plus de ça, il t'aidait sur les aspects tactiques, sur comment préparer un entraînement, comment réagir pendant les matchs? Ouais, exactement. C'est-à-dire que c'était pas des leçons. Il me donnait pas de leçons. Il était dans l'échange. Il avait une perception bien à lui. C'est-à-dire que c'était quelqu'un qui était très rigoureux dans son travail, qui passait beaucoup de temps au club. C'était des discussions passionnantes et passionnées pour le jeune entraîneur que j'étais à l'époque. En plus de ça, alors que tu jouais encore, qu'est-ce qui a fait que tu voulais directement t'orienter dans le coaching? Bah, en gros, en étant jeune, quand j'étais à l'époque, quand j'avais entre 15 et 18 ans, c'est le moment où on peut penser à faire une carrière de footballeur. Donc j'étais un joueur de devoir, mais j'étais pas un joueur qui était au-dessus des autres. Ok. Et donc quand je suis rentré au centre de formation à l'OM, j'avais 16 ans. Euh, j'ai arrêté l'école, j'ai été déscolarisé parce que j'étais un élève plutôt dissipé. Et donc, mes parents m'ont appuyé sur le fait de rentrer au centre de formation, mais ils m'ont demandé de continuer à passer des diplômes. Et donc, la chose logique pour moi, c'était de passer à l'époque initiateur 1, initiateur 2, animateur senior, donc ça s'appelle plus comme ça, c'est des UF maintenant. Et la première année, j'ai passé mon tronc commun du brevet d'État que j'ai eu. Et donc, je suis sorti du centre de formation en 95 avec déjà en poche le brevet d'État premier degré. Ok. C'était quelque chose d'important puisque j'étais assez jeune et vraiment c'était pendant ce passage au centre de formation à l'époque on avait l'obligation d'entraîner tous les mercredis les jeunes mais pour moi c'était un vrai plaisir et pendant les vacances scolaires j'intervenais je donnais je faisais des entraînements dans des orphelinats Ah, ok. dans des centres sociaux dans les quartiers nord de Marseille, où en gros quand il y avait les vacances scolaires à Marseille, moi je m'entraînais pas, je Ok. restais dans les centres aérés, ça s'appelle des centres aérés sans hébergement, dans des quartiers plutôt difficiles, et c'est vrai qu'à partir de ce moment-là, c'est quelque chose. Du coup, tu me disais, t'as aidé dans les prisons, c'est ça? Pendant les vacances Ouais, scolaires? non, c'est ça. Je faisais divers cours, enfin divers entraînements, et ça m'a permis d'être dans des centres aérés, dans un orphelinat à Marseille. Je suis allé 3 ou 4 fois dans des centres de détention, au Beaumet, en l'occurrence, pour faire des matchs avec les prisonniers. Donc il y avait un côté social qui était très important moi dans le fait d'être entraîneur de football. Et je pensais surtout avant d'être entraîneur de football à être éducateur. Voilà, c'était quelque chose qui était important pour moi. Si j'avais été un bon élève et si j'avais été un élève studieux, j'avais l'envie d'être instituteur. Je trouvais que c'était un métier très noble. Alors
Alors là je parle pour quelqu'un qui est né en 74, pour quelqu'un qui a été bercé par les œuvres de Marcel Pagnol, et l'instituteur représentait quelque chose de très important pour moi, et je trouvais qu'il y avait une similitude entre le fait d'être éducateur sportif et d'être aussi instit. Donc c'était quelque chose il y avait de la transmission là-dedans, et l'idée de devenir entraîneur professionnel, c'est venu un peu plus tard à l'issue de ma carrière. Bah, surtout que ça s'inscrit aussi dans la transmission. Tu transmets cette Ouais. fois-ci à tes joueurs, alors qu'avant, tu transmettais au centre aéré, aux enfants, aux Bah, jeunes. ouais, en gros, la différence entre le métier de footballeur et le métier d'entraîneur, quand on est footballeur, on est centré sur soi-même. C'est-à-dire savoir si on est en forme, savoir si on est dans les bonnes dispositions. Alors quand on est coach, on est surtout centre les autres, quoi, hein. C'est-à-dire on est en permanence connecté à ses joueurs, à son staff, à son groupe, à son club. Ça demande beaucoup d'énergie, mais c'est un des côtés du management qui me plaît beaucoup. En plus de ça, t'avais déjà des inspirations dans ton coaching ou dans ce que tu voulais prôner, tes inspirations en tant Alors qu'entraîneur? sur les coachs qui ont pu m'inspirer, ou c'est bien entendu les coachs avec qui j'ai travaillé. Donc j'ai parlé de René Lameur, je pourrais aussi parler de Jean Castaneda, d'Henri Stambouli, de José Pasqualetti, de qui j'ai été l'adjoint, de Patrice Garande que j'ai connu à Cherbourg, de Didier Olé-Nicole avec qui j'ai travaillé à Valenciennes. Mais en dehors de ça, comme un passionné de football et comme quelqu'un qui regarde beaucoup de matchs, il y a des entraîneurs qui sont inspirants. Moi, je fais partie d'une génération où Johan Cruyff coachait encore, donc les jeunes, j'aimais beaucoup le Barça de Cruyff, le Milan AC d'Arrigo Sacchi, même si j'étais très jeune. La première équipe dont je suis tombé follement amoureux, c'est le Brésil de 1982, entraîné par Mario Zagallo. Voilà, c'est des noms, qui résonnent en moi, et en grandissant, en vieillissant, il y a bien entendu aujourd'hui encore des entraîneurs qui sont très inspirants, mais je vais pas être original, quoi. Guardiola, Klopp, Ancelotti, Diego Simeone. Ouais, Ouais, les voilà, gros noms. Mauricio. Alors, il y a une affection particulière pour Mauricio Pochettino. Ah ouais, Parce que pourquoi? simplement, je suis ami avec un de ses adjoints, avec Miguel D'Agostino, qui travaille avec Mauricio Pochettino depuis le départ à l'Espagnol de Barcelone. Et c'est à Tottenham que j'ai fait mon stage pour appuyer mon BEPF. Et je suis resté donc une semaine avec eux. C'était en 2017. Et c'est quelqu'un qui m'a marqué, d'une part par ses compétences footballistiques, mais d'autre part par le management qu'il pouvait avoir avec son staff, avec ses joueurs et avec tous les gens qui étaient connectés à lui au quotidien. C'était quelqu'un c'est quelqu'un qui est rempli, je vais pas parler au passé, d'empathie, qui est très respectueux de tous les gens qui travaillent au club. Euh, j'ai le souvenir il allait saluer tout le monde, voilà, Ouais, voilà, de de Harry respect. Kane au monsieur qui faisait les repas pour les joueurs. Il y avait la même empathie, et j'ai trouvé ça très bien. Et c'est des moments qui ont été importants parce que j'ai eu la chance de pouvoir échanger avec lui 2 fois 2 heures en tête à tête. Donc lui il m'a parlé un peu comme on fait maintenant. Ben, j'ai eu la chance de le faire avec lui. Et c'est quelqu'un qui m'a inspiré et qui m'a conforté dans le fait que pour faire ce métier-là, euh, c'est un métier très difficile, mais c'est un métier où il faut être rempli d'humilité, et de toujours se remettre en question par rapport à ce qu'on fait, par rapport à ce qu'on imagine pour l'avenir. Tu l'as dit tout à l'heure, ta toute première expérience sur un Mhm. banc, c'était à Ouais. Istres. Déjà, comment ça s'est fait? Tout simplement, j'ai arrêté ma carrière en 2005. J'étais à Consola à l'époque, dans un petit club de Marseille, Ouais. qui a fait parler de lui par la suite. Je jouais en DH et je suis devenu directeur sportif à l'issue j'ai décidé d'arrêter, comme j'étais très bien avec le président. Il m'a proposé le poste de directeur sportif à Consola. J'ai fait une saison, et la deuxième saison où j'ai commencé à préparer la saison, au mois d'août, René Lameur m'a appelé et il cherchait un coach pour la réserve. Et donc, entre un poste de directeur sportif et un poste de coach en réserve à Istres, j'ai pas hésité une minute. Et je rejoignais aussi le club de mon cœur parce que j'avais déjà joué pendant 5 ans. Ouais, Ouais, à voilà, Istres. j'avais joué pendant 5 ans. Et donc, je retrouvais un environnement que je connaissais, et une personne avec qui
J'avais vraiment envie de retravailler, j'y suis allé très rapidement et c'est là que ça s'est fait aussi très rapidement, c'est-à-dire que j'ai fait qu'une saison coach de la réserve avant d'intégrer le groupe pro en 2008. Donc j'avais 34 ans. Surtout que t'as pu, bah, tu l'as dit, t'as eu des mentors et en plus de ça, t'as eu des grands noms qui étaient numéro un, surtout à Ist, quoi. Ça Ouais, t'a bien aidé? sûr que ça m'a aidé, c'est-à-dire que c'est toujours, on dit de l'entraîneur que c'est une éponge, quoi. On s'inspire de beaucoup de coachs, mais même pas forcément de coachs, quoi. C'est-à-dire que l'inspiration peut venir de beaucoup d'endroits. Un exemple, je suis aujourd'hui à Pau. Il m'arrive de temps en temps d'aller voir les entraînements ou de la réserve ou des 18 ans. Et il est possible de voir un exercice chez les 18 ans qu'on peut remettre en place chez les pros parce que c'est pertinent, parce que je trouve ça intéressant. Et donc, on peut s'inspirer aussi d'un entraîneur des 13 ans parce qu'il met en place un jeu ou une situation qu'on peut retrouver chez nous. L'inspiration peut venir de tous les côtés. Faut pas simplement se dire j'ai tous les entraîneurs de Guardiola parce que c'est le plus fort. Non, on peut s'inspirer d'éducateurs de l'ombre qui sont avec les jeunes et qui sont très bons dans ce qu'ils font. Donc aujourd'hui, c'est un privilège d'être entraîneur professionnel, voilà, puisque en Ligue 1, Ligue 2, il y a que 38 clubs et donc c'est vraiment un privilège de se retrouver là. Mais pour se retrouver là, il faut se rappeler d'où on vient. Et j'ai eu la chance, je pense que c'est une chance dans le cursus de formation, de connaître différentes divisions au poste de numéro 1, c'est-à-dire la Nationale 2, le National et la Ligue 2. Et donc, c'est toujours bien de se rappeler d'où on arrive. Après ton expérience à Ist, tu vas retourner à Marseille. Ouais. Dans le club du Ouais. Consolat. C'était aussi un objectif d'être numéro un dans ton club Non, non. un peu de cœur, quoi. Non, en gros, je suis parti de Istres en 2004 quand José Pasqualetti s'est fait virer. Voilà, et il était hors de question pour moi de rester dans le club parce que José Pasqualetti avait été très très bien avec moi et c'était une question de loyauté de pas continuer ma mission là-bas. Je suis resté 4 mois au chômage sans club et le club de Consolat qui venait de monter en national en 2014 a fait un début de saison très difficile et il cherchait un entraîneur au mois d'octobre, donc ils m'ont appelé et donc l'objectif était tout simple, c'était se maintenir dans ce championnat national, ce qu'on a réussi à faire avec beaucoup de travail, beaucoup d'énergie parce que c'était un club où il y avait très très peu de moyens, mais quand je parle très peu de moyens, c'est même pas de l'argent, c'était bien entendu de l'argent, mais aussi le matériel, les terrains d'entraînement. Donc là, dans ce club-là, en gros, le sentiment que j'ai, c'est que pendant 7 ans à Istres, j'ai appris mon métier d'entraîneur et mes 3 années à Consolat, ça m'a permis de travailler un peu plus dans le dur. Voilà, sans forcément de confort. Le premier entraînement à Consolat, c'est une anecdote. Je suis arrivé dans le stade d'entraînement qui se trouvait en haut de la cité. Et voilà, je suis arrivé un lundi matin, il n'y avait pas d'ardien. Il a fallu que j'escalade le grillage, donc j'ai escaladé le grillage et j'ai installé ma séance. J'avais très peu de matériel et les joueurs quand ils sont arrivés, je leur ai dit vous escaladez pour venir vous entraîner. Donc là je me suis dit oui là on va être vraiment dans le dur et ce qu'on a vécu dans ce club-là pendant 3 saisons, ça a été magnifique parce que c'était des conditions précaires, mais on avait des joueurs de talent. Voilà, on a qu'on résume familièrement comme des joueurs de quartier. Mais c'était des vrais très très bons joueurs et on a réussi à créer une unité où dans un premier temps on a réussi à se sauver et les 2 saisons suivantes on a frôlé la montée en Ligue 2. Voilà, et donc voilà, Ouais. aujourd'hui ces joueurs, il y en a certains qui ont passé le cap parce qu'on prédisait à ces joueurs qui sortiraient jamais des boules mais ces joueurs-là comme Youssouf Mchanga, comme Julie Lopez, Oumoud Bozok font des carrières très très respectables en Ligue 2, en Ligue 1 et donc ça c'est au-delà de ça c'est une très grande fierté pour moi d'avoir c'est pas moi qui leur ai permis de passer ce palier-là parce qu'on a fait ensemble quoi. Eux ils m'ont permis et moi je leur ai permis quoi. Ouais, c'était ensemble. Exactement. Donc la seule Surtout que, en la plus, seule cicatrice qu'on peut avoir c'est de pas avoir réussi à être monté en Ligue 2. c'était un objectif, tu penses, qui aurait pu être atteint? Alors, Parce qu'il était presque atteint en ouais, plus. c'était un objectif qui pouvait être atteint. Après, la question, c'était de savoir si on aurait eu les ressources nécessaires pour pouvoir démarrer le championnat de Ligue 2.
parce qu'il faut passer devant la DNCG et au niveau économique, on était vraiment dans le dur. Quand tu regardes cette saison 2016, en plus, tu as été élu meilleur entraîneur. C'était exceptionnel pour toi. C'est ce qui t'a fait éclore, tu penses? Ouais, alors aujourd'hui, sur le moment, je m'en apercevais pas, mais aujourd'hui, je m'aperçois parce que quand je me suis fait faire un terrain, il n'est pas rare comme de la période de Consola. Et on m'identifie souvent, quoi. Ouais, bah Ouais, ouais. mais on m'identifie souvent comme l'entraîneur de Consola. Alors que moi, mon véritable club, j'ai passé qu'à l'OM, j'ai passé 7 ans à Istres. À Consola, j'ai coaché que pendant un temps. Mais qu'on a fait pendant cette période-là, c'est quelque part ouais une lampe de lancement de lancement pour moi, quoi. Voilà, et je serais avis reconnaissant de ce club, de cette cité euh, qui est vraiment important pour moi. C'est-à-dire que quand je descends à Marseille, ça m'arrive assez souvent de passer au quartier et d'aller saluer les gens avec qui j'ai travaillé à l'époque. Après cette Ouais. expérience, déjà, comment elle se termine? Alors tout simplement, de la maintien, on a failli l'année d'après. On commence l'année d'après avec un effectif pratiquement identique, un effectif de qualité, mais on n'avait pas de terrain d'entraînement. C'était une galère sans nom. Et à cette époque-là, il fallait que je passe mon BEPF. Donc, pour Consola, il était impossible de me financer ce diplôme qui coûte en gros, ça doit coûter entre 40 et 50 000 euros avec le stage à l'étranger, les voyages. C'était ma solution, c'était ou de rester à Consola et de me financer moi-même mon diplôme. Ce qui n'était pas évident parce que j'ai pas gagné énormément d'argent quand j'étais joueur, ou alors c'était de quitter le club. Donc j'ai démissionné de Consola au mois de, je crois que c'était fin septembre ou début octobre. Et il se trouve qu'au bout de 15 jours, le club de Sedan m'a appelé. Et donc ma condition sine qua non, au-delà des négociations qu'il pouvait avoir pour le contrat, c'était de me permettre de passer mon BEPF. Et c'est ce que j'ai fait à Sedan. C'est-à-dire qu'à Sedan, j'ai fait une saison en National 2 où en parallèle de cette saison-là, j'ai passé mon diplôme. Et du coup, c'était pas compliqué dans ton emploi du temps et à la fois d'entraîner et en même temps de passer les diplômes et de faire les Alors, stages, etc. c'était un emploi du temps chargé. C'était pas compliqué parce que quand je suis parti à Sedan, ma famille est restée à Marseille. Et donc, en gros, le sentiment de cette saison, c'était que j'étais en immersion 7 jours sur 7, pas 24 heures sur 24, mais presque. J'avais un paperboard dans mon appartement, un peu pour le club, un paperboard pour le diplôme. Mais ça a été une saison passionnante, quoi, parce que au-delà de la formation diplômante du BEPF, le BEF, c'est une aventure humaine avant tout. C'est-à-dire que on fait partie d'une promo de 10 stagiaires, donc on était 10. On passe un an ensemble à travers différents stages avec des formateurs de très très grande qualité. Et donc on crée des liens. J'avais le sentiment quand j'allais à Clairefontaine ou quand j'allais en club en stage avec le BEPF que j'étais dans une bulle et c'était très appréciable. Donc on a créé des liens avec les coachs avec qui j'étais en formation. Alors aujourd'hui, il y a Laurent Batles qui est à Clermont, il y a Omar Daf qui est à Amiens, il y a Didier Santini qui est à Rodez, ils sont tous Julien Stéphane qui est à Rennes. Enfin, on était 10 dans la formation et ce qui a été très très formateur, c'est les relations qu'on pouvait avoir avec justement les gens qui nous mettaient en place ce diplôme. Franck Tivillier, Philippe Montagnier, Guy Lacombe, c'est des gens de grande qualité. Et j'avais comme pour tuteur Philippe Montagnier qui est passé à Sedan au moins 3 ou 4 fois pendant l'année. Et donc aujourd'hui encore, il se passe pas 15 jours sans que j'échange avec Philippe ouais, sur ce qui se peut axer, de côté ce qu'il fait pendant sa période d'inactivité, ses ambitions futures. Et on se parle assez souvent et pour moi, ça a été aussi quelqu'un de très important, au même titre que Fratibillier, qui est malheureusement parti de la DTN, qui est aujourd'hui en Arabie Saoudite et qui est une personne Mm. de très 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 grande valeur. Après ça, ton expérience à Ouais. Sedan, tu la qualifies de comment, toi? Bon, encore une fois formatrice, quoi. C'est une expérience formatrice. On n'a pas réussi à monter en national puisqu'on avait fini deuxième. C'est Drancy qui était monté cette année-là, qui avait fait un parcours exceptionnel. Mais chaque club est différent. Chaque club a son environnement, a son histoire, a son contexte. Et Sedan, même si c'était un National 2, c'était un club où il y avait beaucoup, beaucoup d'engouement.
C'est une vraie place forte du foot français. Je suis terriblement triste de les voir là où ils sont aujourd'hui. Mais j'ai le souvenir en National 2 de faire des matchs entre 10 et 12 000 personnes au stade du Gogaz. Donc, ça reste un très bon souvenir. Et à l'issue de cette saison, donc je me suis retrouvé avec mon BEPF et j'ai décidé de rentrer à Marseille en attendant de Ouais. savoir ce qui pourrait être proposé. Et la Berrichonne de Châteauroux m'a appelé au mois d'octobre 2016 justement non 2017 pour aller pour rejoindre la Berry, pour rejoindre la Berrichonne. Justement, tu rejoins en cours de Ouais, saison oui. Châteauroux. Ça se passe comment quand on est entraîneur et qu'on rejoint un club en cours de Alors, il saison? se trouve que le directeur sportif à l'époque de la Berrichonne, c'est Jérôme Leroy. Et Jérôme, je le connaissais puisqu'on avait travaillé à Istres ensemble. Il était joueur, il avait Ah, 40 ok. ans, il jouait encore. Il avait fait une saison en Ligue 2 avec nous. Et moi, j'étais adjoint, on avait exactement le même âge. Et à cette époque-là, on avait commencé à échanger sur le métier, sur un tas de choses. Et quand il m'a appelé, je crois que c'était début octobre, ça s'est fait. Ouais, ça s'est fait en 10 minutes, quoi. Dès qu'il m'a appelé, j'étais déjà parti, quoi. Et la première expérience en Ligue 2 en tant que numéro 1 à Châteauroux, c'était très important pour moi parce que j'arrivais dans un club qui avait, au-delà de l'équipe première avec Ligue 2, il y avait une réserve en National 3, les 19 nationaux, des 17 nationaux, un centre de formation de grande qualité. Et là, j'ai vraiment pris beaucoup de plaisir sur les 3 saisons que j'ai passées à la Berry. Mais surtout qu'en plus, dans ta carrière, toi d'entraîneur, ça marque un step parce que là, tu Exactement. étais en Ouais, national exactement. et là, d'un coup, tu Ouais, passes en c'est Ligue 2. ça. C'est-à-dire que il faut toujours faire ses preuves. Hein. Dans ce métier-là, on peut être vite jugé. C'est tout à fait normal. On connaît les règles. Et là, c'était ma première expérience. Donc, dans un objectif d'ambition de carrière, il fallait que ça se passe bien, quoi. Et ça s'est très bien passé, quoi. Ça s'est très bien passé puisqu'on l'objectif était de se maintenir. Donc, on s'est maintenu. Et les 2 saisons d'après, pareil. Donc, ouais, ça restera un club, comme tous les clubs, important, mais ça restera le premier club qui me donnait ma chance en Ligue 2. Et au-delà du club, j'ai une reconnaissance éternelle envers Jérôme Leroy. Voilà, qui a osé faire venir un entraîneur du dessous, un jeune entraîneur, parce que j'étais pas si vieux que ça, et donc ça reste bien entendu un moment important de ma carrière. Toi qui a connu et le national, puis même encore aujourd'hui la Ligue 2, est-ce que tu as vécu dans le temps qui a passé que le niveau entre national et Ligue 2, il s'est de plus en plus rapproché? Non, le championnat national, c'est un très très bon championnat avec des très très bons joueurs, mais la Ligue 2, ça reste l'étage supérieur. C'est-à-dire que souvent, on a tendance à dire, ouais, la Ligue 2, c'est plus dur que la Ligue 1, ou le national, c'est plus dur que la Ligue 2, mais c'est faux. Au plus on monte, plus c'est dur. Alors, il y a des caractéristiques, peut-être sur le plan athlétique ou sur la qualité des terrains, parce qu'en national, on peut jouer un match à Nancy, qui est un club véritablement pro, et puis on peut aller à Aubagne, qui est un club qui découvre le championnat national. Et les environnements sont toujours différents. Donc, mais au plus on monte, au plus c'est dur, quoi. Et ce qui est dommageable pour le championnat national, c'est que, à mon goût et au goût de beaucoup de monde, c'est un championnat qui doit passer professionnel. Voilà, c'est parce qu'il y a les mêmes contraintes, exigence est la même, et donc c'est un championnat que je connaissais très bien puisque j'avais joué pendant 10 ans. Et ça a été un En combat plus. pendant des années de permettre à ce championnat de devenir professionnel. Donc j'espère dans un avenir proche, le championnat national deviendra pro parce que c'est quelque chose de tout à fait légitime et tout à fait logique. Et en plus de ça, toi, enfin, surtout aujourd'hui, tu vois que maintenant, il y a des clubs qui ont plus de budget en Ouais, ben, national que d'autres. Il y a une disparité ouais, par rapport à complètement. ça. Mais quand on voit le niveau du championnat national, alors c'est pareil pour la Ligue 2, mais quand on voit les clubs qu'il y a, alors j'ai 2 de mes anciens clubs qui sont en national, la Bérine de Châteauroux et le Nîmes Olympique, mais il y a Sochaux, il y a Ouais. Nancy, il y a Le Mans, il y a Valenciennes. Et quand on lit les clubs qui sont dans ce championnat-là, on pourrait parler de championnat de Ligue 2 et personne s'est surpris de se dire que Nancy, Valenciennes, enfin voilà, c'est un championnat très difficile. Pour venir, toi, sur ton style de Mhm. jeu, tu le qualifies comment? C'est assez difficile, hein. C'est-à-dire qu'on s'aperçoit au fil des saisons qu'on est toujours dépendant d'une chose, c'est la matière première.
La matière première, ce sont les joueurs. C'est Voilà, ce vrai. sont les joueurs. Et donc, bien entendu, dans un monde idéal, j'aimerais jouer à un 4-4 de losange avec un véritable numéro 10, avec des latéraux qui attaquent beaucoup, avec une équipe qui est en capacité de se projeter rapidement vers l'avant, de marquer beaucoup de buts. Mais ça, on est toujours dépendant, encore une fois, de la matière première. Et comme à l'image de cette saison, de la saison dernière, on peut démarrer dans une organisation de jeu. Parce que l'organisation, c'est bien entendu capital, mais ce qui est capital, c'est les principes de jeu. Donc, on peut démarrer dans une équipe qui va jouer dans un 4-3-3 avec des principes bien définis. Et au fil de saison, au fil des blessures, au fil des joueurs absents, des suspendus, ben, de temps en temps, on est obligé de modifier son schéma par rapport à un adversaire, par rapport aux qualités d'un adversaire. Mais au-delà d'avoir un style de jeu, les joueurs entendent souvent quelque chose qui est important pour nous dans nos règles de vie, de compétition, c'est il faut faire en sorte, quand on prépare un match, de poser des problèmes et pas de résoudre des problèmes. Donc, bien entendu, Ok. demain, on va jouer contre le Paris Saint-Germain. On sera bien entendu conscient qu'il faudra surtout résoudre des problèmes avant d'en poser. Oui. Mais on démarre une saison avec la volonté et l'ambition de d'abord poser des problèmes avant de résoudre des problèmes. Donc, il faut être focus sur ce qu'on est capable de faire dans le jeu, focus sur le travail de nos points forts et faire en sorte de poser des problèmes à l'adversaire. Donc, c'est ce qu'il y a de plus important. J'ai parlé tout à l'heure de Johan Cruyff, du Barça, de l'Ajax. Bien entendu, c'est des styles de jeu qui sont inspirants, mais pas que pour moi, hein, je suppose. Ouais, forcément. Et toi, ton coaching, tu l'as amélioré au fur et à Ouais, mesure des je années. l'ai adapté. C'est Hein. évidemment ce que je Ouais, je l'ai dis. adapté. Tu l'as adapté, ouais. Et aujourd'hui, sur quoi tu veux encore plus t'améliorer dans ton Ouais, coaching? enfin, l'idée, le mot amélioration, c'est même pas de vue parce que il faut partir du principe que chaque journée qui passe, c'est un moyen, une opportunité d'être meilleur que la veille. Donc aujourd'hui, Ouais. mon changement de posture dans ce métier-là, c'est simplement que à l'époque où j'étais à Convoque, ben, j'étais seul. Euh, alors il y avait Eric qui était adjoint, mais qui n'était pas sous contrat au club. Et aujourd'hui, dans un club comme Pau, j'ai deux adjoints, un copain physique, un entraîneur des gardiens, un analyste vidéo. Et donc c'est simplement la différence. C'est la différence qu'il y a eu entre Consola, par exemple, et la Berrichonne de Châteauroux, où il a fallu que j'apprenne à me délester du travail pour que le staff puisse aussi s'épanouir et avoir une confiance totale avec les gens avec qui on travaille. Donc aujourd'hui, par rapport à il y a 10 ans en arrière, c'est le management est quelque chose d'important parce qu'on doit manager un groupe de joueurs, mais on doit surtout manager un staff technique. On doit manager un staff médical. Et donc l'idée, la métaphore qu'on pourrait utiliser, c'est que le groupe, les joueurs, c'est un fruit et le staff médical en est le staff technique en est le noyau. Et si ce noyau il est sain et qui fonctionne Ok. bien, le fruit se développera. Maintenant, si le noyau n'est pas bon et que dans le staff il y a des tensions ou des choses qui se passent bien, c'est très difficile de pouvoir avoir des résultats. Donc, l'évolution du métier fait que on a des staffs de plus en plus élargis et donc il faut être en capacité de déléguer, mais surtout de déléguer avec pertinence. Et du coup, toi, ta relation aujourd'hui avec le staff, elle se répartit comment, par exemple? Ouais, ben c'est pas très original. On a des réunions quotidiennes. On prépare la semaine, le week-end avant d'attaquer le lundi. Dans la semaine, sur à peu près sur les 6 séances qui précèdent le match, je vais unir sur 2 séances, vraiment sur des exercices, sur des jeux bien précis, sur l'aspect tactique. Et après, j'ai le gros du travail, c'est le management des joueurs, c'est-à-dire beaucoup de retours vidéo, de réunions. Il y a beaucoup d'entretiens individuels parce que faut partir du principe que pour qu'un joueur soit épanoui, il faut que l'homme qui est derrière le joueur soit épanoui. Et on peut avoir des joueurs qui ont des problèmes personnels et il faut être capable de pouvoir déceler ça dans l'observation. Donc, je passe beaucoup de temps à regarder les joueurs et et c'est très important les joueurs et le groupe heureux et épanouis. Voilà, je crois beaucoup aux énergies, et donc c'est important que les joueurs puissent être heureux. Et là où il faut être très vigilant, c'est sur les joueurs qui ne jouent pas trop. Voilà, qui sont en difficulté de par la concurrence. Et cela, il faut avoir beaucoup d'empathie, il faut être juste, il faut être clair
dans ses décisions. Mais il faut pas oublier les joueurs qui sont en difficulté et toujours avoir un œil vigilant sur eux. Toi, aujourd'hui, t'es à Pau, dans une saison où bah, tu prônes surtout le collectif. Ta saison, tu la qualifies comment? Et la saison de Pau? Voilà, c'est une saison où bien entendu il y a des moments un peu de temps puisqu'on a eu quelques passages assez difficiles. C'est très difficile de faire un bilan de cette saison puisqu'aujourd'hui il nous reste 7 matchs. L'objectif du maintien n'est pas encore atteint. J'espère qu'il est en bonne voie et que ça se conclura rapidement. Mais on est à Pau dans un club où on fait partie des plus petits budgets. Voilà et les problèmes qu'on a pour cette année avec l'élevé, le club comme Pau a été impliqué puisqu'au mercato d'hiver, il y a 2 joueurs qui ont été vendus, deux titulaires à part entière. Donc tout le club aurait aimé les garder. Mais l'équilibre financier du club est aussi important et c'était logique de se séparer de ces joueurs-là. Donc c'est toujours en bien quoi, parce que après ce mercato-là, on a eu 3 joueurs qui se sont blessés jusqu'à la fin de l'année. Donc en gros, sur l'équipe du mois de janvier, il y a 5 joueurs qui sont plus là. Donc il faut faire une sorte de travailler autrement et de penser les choses autrement par rapport à ces joueurs absents et par rapport aux joueurs qui sont là aujourd'hui. Donc le bilan, moi je pourrais le faire à l'issue de la saison, mais on est dans un comment dire, dans une cadence dans laquelle on nous attendait quoi. C'est-à-dire on est aujourd'hui on est 10e, le championnat est très serré. Les équipes derrière ne lâchent rien et donc il faut faire en sorte de gagner le plus vite possible pour pouvoir se donner l'oxygène nécessaire afin de se projeter sur l'avenir. Mais dans le football, le seul avenir sur lequel on peut penser, c'est celui de demain, pas plus. Et du coup, l'objectif principal de la saison, c'est le maintien? Oui, de se maintenir. L'objectif fixé aux joueurs en début de saison, même aux nouveaux joueurs dans les négociations au moment d'arriver, c'est qu'ils arrivaient dans un club qui est en pleine émergence, en pleine construction, puisque le club de Pau connaît cette année sa 5e saison en Ligue 2. Auparavant, ils n'avaient jamais connu le monde pro et le club avance, le club se structure. On a eu un terrain hybride qui est arrivé au mois de décembre. On a une tribune qui va être construite. On a un centre de formation. On espère qu'il devrait voir le jour d'ici 1 à 2 saisons, mais ça c'est toujours relatif au résultat de l'équipe première. Et c'est un club qui a véritablement l'ambition, petit à petit, de se structurer. Et voilà. Et chaque club est différent. Je prends l'exemple de Pau aujourd'hui ou de Nîmes Olympique dans lequel j'étais auparavant. À Nîmes, je suis arrivé dans un club qui était dans une espèce de sinistrose, qui avait connu la Ligue 1. Qui était en Ligue 2 où il y avait beaucoup de problèmes en interne avec le président, avec la mairie, avec l'association et il n'y avait pas des bonnes énergies. Alors que quand je suis arrivé à Pau, le premier segment que j'ai eu, c'était un club qui arrivait d'en bas, qui savait d'où il arrivait et qui avait envie de progresser, d'augmenter son niveau. Et là, disons que la courbe était différente par rapport au club précédent, quoi. Et justement, entre ces différentes expériences, toi aussi, quand tu arrives à Pau, ça te permet d'avoir une certaine bouffée d'oxygène? Ouais, quand je me fais sortir de Nîmes, au mois juste avant la trêve de la Coupe du Monde, et j'ai pas voulu à ce moment-là rentrer dans une négociation avec le Nîmes Olympique puisque j'avais encore 2 ans de contrat. Donc ma résiliation s'est faite très rapidement et mon intention, parce que je me sentais encore frais, j'avais de l'énergie, c'était de trouver un point de chute très rapide. Et il se trouve que je suis allé à Orléans en national 15 jours après. Voilà. Et à ce moment-là, beaucoup de gens dans mon entourage m'ont dit que c'était une erreur de descendre de division alors que j'étais en Ligue 2. Mais avec le recul, c'est peut-être ce qui m'a permis de venir à Pau puisque on a réussi le maintien avec l'US Orléans. À l'issue de la saison, j'avais dit au président d'Orléans que je resterais pas. Donc je suis pas resté. Je pensais à ce moment-là passer quelques mois à la maison. Mais il se trouve qu'une semaine après, le président de Pau m'a appelé et là aussi j'ai dit longtemps pour accepter le change palois. Juste avant de conclure cet épisode, ce que j'aime bien faire à la fin, c'est de voir les objectifs. Toi, à long terme, c'est quoi tes objectifs de carrière d'entraîneur? Être heureux et garder la passion que j'ai pour le football, pas plus. Pas d'ambition, c'est parfait. Mission démesurée. Ouais, être heureux et épanoui. C'est parfait, on va conclure cet épisode là-dessus. Ouais. Merci Nicolas. Elliot, à bientôt. Au revoir. À bientôt. À bientôt, au revoir Elliot. Non, moi je suis coach.